Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait là, ce con? C'est moi que je pointe. Bonjour. Alors, si vous avez suivi la dernière vidéo de Chucky et Al, eh ben, j'étais dedans. Et on a parlé de films animés d'ici. Et on s'est étendu sur une quinzaine de films. Je vous invite à voir la vidéo. Hein. Et dans cette vidéo, j'ai évoqué Killing Joke. L'adaptation animée de Killing Joke. Oui, un film assez décrié que j'avoue apprécier. Voilà, que voulez-vous? Et on s'est dit, tiens, si on en parlait dans un petit vlog rapide, à la cool. Voilà. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, The Killing Joke, à l'origine, c'est une bande dessinée d'Alan Moore qui est très connue parce que c'est celle qui a donné l'origine moderne du Joker, donc avec un comédien raté qui enfile ce costume de Redwood en se faisant un petit peu maltraiter par des malfrats pour le faire, qui perd sa femme dans la même journée, qui tombe dans une cuve d'acide, devient le Joker et décrète que n'importe qui, ayant vécu une mauvaise journée, peut devenir fou comme lui et qu'il essaye de le prouver en estropiant Barbara Gordon dans le but de faire passer le commissaire Gordon du côté obscur. Le film étend beaucoup là-dessus et fait certains choix de mise en scène qui sont très décriés, à notre avis avec Chucky à juste titre. Et Je dis pas que c'est pas mérité, mais voilà, mon point de vue, je l'ai déjà résumé rapidement, je le redis vite. Je suis quelqu'un qui a découvert ce film sans avoir la connaissance de The Killing Jokes, le comics. De ce fait, j'ai découvert ça par rapport à ce que ça voulait raconter intrinsèquement sans chercher plus à côté. Et en tant que film intrinsèque, c'est pas trop mal. Pas un des plus grands qui soit, vraiment pas, mais pas trop mal pour moi. Alors ça m'étonne quand même beaucoup que tu dises ça parce que même en faisant totalement abstraction du comics dont c'est adapté, c'est un film avec une première partie qui n'a rien à voir avec le schmilblick et ensuite une deuxième partie qui part dans totalement autre chose et qui n'a aucun sens par rapport à ce qu'était la première partie. Donc, comment on s'adapte au fait de regarder un film qui n'est pas un vrai film, mais en fait deux films fusionnés en un à la va comme je te pousse. Est-ce que tu as regardé le film en ayant conscience qu'il y avait deux parties, dont une complètement originale et spécifique au film? Ah oui, j'avais compris ça la première fois. Mais oui, tu l'avais oui. compris ou tu le savais avant de regarder? Je sais pas, mais j'avais compris assez vite. Je me doutais que cette partie-là était à part. Et on sent bien qu'en termes d'écriture, c'est pas la même qualité. Je vais dire clairement, le gros premier tiers, j'ai pas beaucoup le défendre. Hein, j'apprécie l'idée que ça veut renvoyer, j'y viendrai, mais je vais pas beaucoup le défendre. Il est assez médiocre et ouais, la façon dont on gère le personnage de Barbara Gordon, le méchant ridicule, cette espèce de macho sans la moindre subtilité, les conflits concrets, c'est pas extra. Alors du coup, comment tu gères le fait que le film se conclut justement par la conclusion de ce premier segment qui, je le répète, n'a rien à voir avec le schmilblick. Alors, quoi ça conclut ce premier segment, l'épilogue? Ça reprend l'idée que ce premier segment voulait faire qui me plaît. Si je peux me permettre d'expliquer un petit peu aux gens de quoi on est en train de parler exactement. On va peut-être faire un petit résumé. Oui, ouais, voilà. En fait, voilà. Donc j'ai un peu résumé de quoi parlait The Killing Joke. Et une chose que j'ai dit, c'est que le Joker y estropiait Barbara Gordon dans le but de faire passer le commissaire Gordon du côté obscur. Dans la BD d'origine, qui est extrêmement courte, et qui est plus une sorte d'exercice de style, un petit peu plus une fable, il y a ce problème que Barbara Gordon n'y tient qu'un rôle de prétexte. Elle n'apparaît que pour se faire tirer dessus et pour finir handicapée. Les comics principaux ont décrété que cet événement serait canon et du coup Barbara Gordon passe d'être une super-héroïne active, bad girl, à une super-héroïne plus en dehors du terrain, à superviser les actions de super-héros de terrain. Oracle. Le film a considéré malgré tout que cet état de fait du comic où Barbara Gordon n'est qu'un prétexte était problématique. Et donc a fait une première partie qui prend environ un tiers du film pour montrer Barbara Gordon en tant que super-héroïne, pour montrer qu'elle était active et lui donner un peu plus un rôle un peu plus actif dans l'intrigue. Donc c'est ce dont Chucky et Mayolek sont en train de parler. Il y a un certain nombre de problèmes avec ce qu'ils ont fait vis-à-vis de ça, mais ça j'en parlerai après, du coup je vous laisse redébattre. Parce qu'effectivement, du coup en fait, du fait d'être la première partie d'un tiers, c'est le fil directeur. Même si
toute la partie adaptée de la BD reste centrée sur Batman, le commissaire Gordon et le Joker. Mais comme c'est le fil directeur, c'est le début et c'est la fin. Après le générique, il y a une sorte d'épilogue qui, lui, est de nouveau centré sur Barbara Gordon en tant que personnage actif qui devient Oracle après son accident. Enfin, son accident, Son accident. Oui, son accident à bout portant, on va dire. Un clown est passé par là, il avait une herbe qui était pointée là par là, accidentellement. C'est des choses qui arrivent. Bref. Enfin bref, ouais. Alors, bon, déjà, juste pour le principe d'organisation en différentes parties, c'est pas le seul film qui fasse ça. Et je suis clairement pas fan de ce genre de film, à titre personnel, qui se coupe en plusieurs parties un peu disjointes. Hein. C'était Même... aussi le problème d'Emerald Knight, de Green Lantern Emerald Knight. Je n'ai pas vu, mais ça... C'est ce qui fait la faiblesse du film aussi. Alors, Emerald Knight a le problème supplémentaire de même pas avoir de fil directeur, en tout cas pas dans mon souvenir, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Hein. C'est vraiment sur les Green Lantern, différents aspects des Green Lantern, Mogo la planète vivante, Krona l'ennemi des gardiens, une fille de la même espèce que Sinestro, donc qui fait partie de la famille royale et qui a quelque chose à voir avec des complots interfamilles sur Coruscant ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus très bien. Du coup, allez, on va résumer tout le film. Non, on va le pas faire fait ça. d'avoir une structure comme ça, Alors, est un ce n'est problème en pas, soi. c'est vrai, c'est pas forcément nécessairement un problème pour tout le monde parce qu'il y a des films qui font ça et qui plaisent, et des films à sketch qui plaisent à certaines personnes. Et j'avoue que même si c'est pas trop mon genre, je peux tomber dans ce genre de film en trouvant que c'est pas mal. Sin City, par exemple, c'est totalement ça. On est bien d'accord. Bah, Sin City, c'est exactement ça. Ça s'organise en 3 ou 4 vraiment segments qui se passent dans la même ville avec une ambiance similaire, mais qui sont relativement dissociés. Quoi. C'est pas les mêmes héros, ça se règle à chaque truc les uns à la suite des autres. Je dirais clairement pas qualifier ça d'un de mes films préférés. Vraiment pas. Mais le style me plaît et les histoires que ça racontait à part suffisaient pour faire une espèce de petite anthologie, dira-t-on, qui pouvait marcher. Et ça a beau pas être mon truc, je peux quand même arriver à être pris dans certains films si ils font ça avec une thématique qui me parle. Sin City l'a fait. Et dans l'absolu, dans l'idée une fois de plus, le premier tiers de Killing Joke l'a fait, le film animé. Puisque... Comme Al l'a dit, j'ai un problème avec le comics que j'ai lu après avoir vu le film récemment, hein, grâce à ces deux-là. Merci, hein, c'était sympathique, une bonne découverte. Tout le plaisir est pour nous. J'ai un problème avec le fait que Barbara Gordon soit juste une excuse. Voilà, et c'est pas tant le fait que c'est une femme et c'est sexiste, n'importe quel personnage, ça aurait été un problème pour moi d'en faire la victime comme ça qui Qui sert de motivation à d'autres personnages. qui sert de motivation, surtout si c'est censé être vu comme une histoire one shot de base, c'était prévu comme un one shot. Alors oui, mais du coup, voilà, en fait, je crois que c'est le problème que va avoir Chucky avec le truc, c'est que du coup, après The Killing Joke, l'histoire qu'elle raconte a été incluse à la continuité principale. Mais c'était vraisemblablement pas le projet de base parce que, comme je le disais, le but du Joker dans l'histoire est de montrer que n'importe qui peut passer du côté obscur en vivant une très mauvaise journée. Le commissaire Gordon lui donne tort. Le commissaire Gordon ne sombre pas dans la folie. Mais l'histoire se termine sur une sorte de cliffhanger qui est fait pour ne pas être résolu, où on ne sait pas si les actions du Joker vont ou non pousser Batman à renoncer à son code moral et à tuer le Joker. Ça se termine là-dessus, ça se termine sur cette ambiguïté volontairement. Du fait que le comic a été inclus dans la continuité principale, où bien évidemment le Joker ne meurt pas, et du fait que le film s'inscrit dans cette idée-là et prend plus le point de vue de Barbara Gordon, il débute sur Barbara Gordon en tant que Batgirl et se termine sur elle en tant qu'Oracle. Ce cliffhanger est toujours présent, mais il ne conclut plus le film. Et ça, c'est ça qui pose problème à Chucky. Et moi, je trouve que c'est une façon intéressante de rebondir là-dessus et de montrer que la victime, c'était quelqu'un avant, très mal montré dans le premier tiers, mais montrer que la victime, elle sort pas de nulle part, elle a une histoire avant, et montrer que après ça, elle a un avenir, elle promet quelque chose, elle n'a pas perdu goût à la vie. Cette histoire, je pense aussi ça permet peut-être un tout petit peu d'affiner la morale autour de Gordon qui lui n'a pas cédé, elle aussi ne va pas céder au désespoir en plus de lui.
Je vais pas dire non plus que ça arrange les choses, et je peux comprendre les problèmes qu'on peut avoir, mais personnellement, cette approche d'essayer, eh bien d'essayer, ça n'y arrive pas très bien, de donner plus de substance à Barbara Gordon, ne s'imbrique pas mal dans l'idée de ce film-là, en termes de rajout. Mais c'est mon avis. Avant que je parle plus spécifiquement du personnage de Barbara Gordon, Chouki, ton avis sur le statut du cliffhanger final de la BD par rapport au film? Vous étiez en train de commencer à parler de ça quand je vous ai interrompu. Je précise que j'ai pas spécialement aimé que la BD s'arrête sur ça. J'aime J'aime le thème de Batman qui est que tuer est un point de non-retour qu'il ne faut pas dépasser. J'aime que l'histoire soit claire sur ce sujet et j'aurais vraiment préféré que la BD s'arrête sur la victoire du commissaire Gordon plutôt que sur une dernière scène angoissante avec Batman et une ambiguïté sur le fait que la victoire du commissaire Gordon, peut-être que c'est en fait la défaite de Batman. Mais le fait est que l'histoire est construite de telle manière qu'il est d'une part indispensable que Barbara Gordon n'y soit qu'un prétexte. Et du coup, indispensable que ce soit Barbara Gordon, que ce soit un personnage qu'on n'a pas besoin de présenter, dont il est réellement tragique qu'il lui arrive ça sans qu'on ait besoin de développer autour, parce que les fans qui lisent le comics la connaissent, savent que c'est Batgirl et savent que c'est quelque chose de catastrophique pour l'univers d'ici qui se passe dans cette BD. Et il est indispensable qu'on ne sache pas si Batman cède à la folie à la fin. Pourquoi est-ce que la scène post-générique remet en question le fait que cette dernière scène entre Batman et le Joker est la conclusion? Alors, personne ne comprend jamais quand je fais des métaphores. Mais quand vous mangez une excellente crème au chocolat et que vous prenez un bout de Roquefort après, vous avez quand même mangé la crème au chocolat, mais ce que vous avez dans la bouche, c'est le goût de Roquefort. Donc, si vous restez sur la guérison de Barbara Gordon qui est devenue Oracle, vous ne restez pas sur est-ce que Batman est passé du côté obscur ou pas. Mais t'as quand même le souvenir d'avoir mangé le gâteau au chocolat. Tu n'as plus le goût dans la bouche. Oui. Mais tu l'as eu pendant toute la durée où tu l'as savouré, le gâteau. Comme je disais, personne ne comprend jamais quand je fais des métaphores. Disons que ça perd son côté décisif dans ta vie. Ouais, c'est moins décisif d'avoir mangé cette mousse au chocolat. Oui, je comprends. L'impact après coup se ressent. Quand je dis que personne ne comprend jamais mes métaphores, dans ma métaphore c'était une crème au chocolat, ils l'ont transformée en mousse. La comparaison va peut-être pas vous parler, pas te parler Mayonnaise non plus, mais imagine Inception, tu vois, à la fin, donc ça se termine, tout le monde le sait, sur la toupie qui tourne, et on ne sait pas si elle va s'arrêter de tourner, donc on ne sait pas si finalement le héros est toujours dans un rêve ou s'il a réellement retrouvé sa famille, etc. etc. S'il y avait eu une scène après qui n'implique pas du tout le héros, donc au milieu du générique, ça aurait paru assez bizarre quand même, non? Même si ça implique pas le héros. Oui, après, si ça avait été une scène qui aurait fini de poursuivre un personnage à part, donc de ce qui était tout le développement autour du héros, ça aurait fait un peu bizarre, mais ça m'aurait pas gâché, à titre personnel, l'ambiguïté de fin de film, si c'est vraiment détaché à ce point. Bah, moi, un petit peu plus quand même. C'est pour ça que là, je rejoins Chouki là-dessus. Est-ce que vous voulez en dire plus là-dessus ou est-ce que je parle de mon problème avec Barbara Gordon? Vas-y, parle de ton problème avec Barbara Gordon. J'aurai sûrement l'occasion de parler des miens plus tard. Alors en fait, voilà. Donc moi, je comprends qu'on ait voulu changer cet aspect-là de l'intrigue. L'aspect Barbara Gordon est un prétexte. Je comprends qu'on ait voulu lui donner un rôle plus actif parce que je comprends que ce soit quelque chose qui ne passe plus aujourd'hui, qui
qui soit mal connoté, ça s'est beaucoup fait, notamment avec des personnages féminins. Je comprends qu'on ait voulu changer ça. Woman in the fridge, comme on dit. Oui, voilà, La femme dans le frigo, un truc qui date de je sais pas quand. Ah, de l'assassinat par Major Force de la copine de Karen Horner, ouais. Voilà. Donc voilà, qui a effectivement mis dans le frigo. Là, on a largué tous ceux qui n'ont jamais ouvert un bouquin d'histoire. Ouais, mais en gros, c'est arrivé comme ça, quoi. Un personnage féminin qui est lié à un héros central. Sa mort a vraiment été jouée comme un moyen d'atteindre le héros, mais le personnage en lui-même, quoi, on s'en fichait un peu sur le coup. Le personnage a été du coup évacué de la continuité sans transition. Le nom de Scott, Woman in the Fridge, a été inventé, me semble-t-il, par Gail Simon, qui était donc une blogueuse à ce moment-là, et qui depuis est devenue une auteure de BD. Voilà. C'est un pattern donc qui s'est répété pas mal de fois, et femme ou homme, c'est toujours quelque chose d'un peu gênant, surtout quand c'est un personnage qui nous plaît. Et j'aime Barbara Gordon, hein, je trouve que c'est un personnage sympathique, vraiment. Quand ce qui touche le personnage ne sert à rien pour elle, mais sert à notre personnage. Faut qu'on centre un peu sur elle. C'est pour ça que, à nouveau, dans l'approche, j'ai apprécié l'idée. Dans l'exécution, moins. D'un point de vue pragmatique, c'est une chose de faire ce genre de choses avant que ce soit dénoncé, avant qu'on en parle, et de le refaire après coup, de l'assumer après que des gens aient exprimé des critiques vis-à-vis de ce concept. Bref, donc je comprends qu'ils aient fait ça. Ce que je comprends moins, c'est que, quitte à vouloir montrer Barbara Gordon comme un personnage actif, un personnage fort, un personnage dynamique, un personnage compétent, ils l'ont fait déjà d'une part dans un entre-deux un peu bizarre. Elle sait se battre. Alors je tiens à dire que je ne trouve pas que c'est un entre-deux. Je trouve que sans ambiguïté, elle est présentée comme complètement incompétente en tant que super-héroïne. En tout cas, qu'elle soit incompétente ou pas incompétente, elle a tort. Elle se dispute avec Batman, elle est en désaccord d'opinion avec lui. Et fondamentalement, elle a tort. Donc la mise en scène lui donne tort. C'est une drôle de façon de mettre le personnage en valeur, quand même. L'autre chose, c'est que il y a aussi, ça c'est des éléments de mise en scène, mais comme tu l'as dit, il y a le méchant qui est très cliché. C'est parcouru d'éléments liés à la tension sexuelle entre elle et le méchant. Alors ça c'est du point de vue du méchant. Entre elle et Batman, ça c'est de son point de vue à elle. Aussi du point de vue de Batman, hein, sinon il accepterait Alors, pas. Ça, ce n'est absolument pas présenté. D'un seul coup, Batman accepte de coucher, ça sort de nulle part. Il n'y a rien qui a été amorcé dans ce sens. Note en passant, j'ai vraiment un problème avec l'idée que Barbara Gordon et Bruce Wayne puissent avoir une liaison. Générationnellement parlant, il y a un écart assez important. Du point de vue du comportement, elle vient de terminer d'être ado. On ne connaît pas leur âge exact, mais elle vient de terminer d'être ado et on apprend plus tard dans le film qu'elle était enfant quand Batman a affronté le Joker pour la première fois. Lui, c'est clairement un adulte très aguerri. Enfin, ça me pose problème. Ça me posait déjà problème dans Batman la Relève où on nous parlait de ça vis-à-vis de la SND. Des nouvelles aventures de Batman, pour ceux qui ne savent pas ce que j'entends par là. Batwoman aussi, hein, le film Batwoman mettait ça en avant aussi. Ah oui, je me souviens plus de Mystérieuse Woman. Ouais, disons que c'est pas le plus mémorable des films animés Batman. Ah non, oui. donc ça c'est une note à part, j'ai un petit problème avec ça. Ensuite, vraiment, même en admettant que le personnage soit mis en valeur à travers certaines de ses compétences, ce qui est quand même assez douteux, c'est bourré de clichés. Elle a un confident gay à la bibliothèque où elle travaille. Enfin, mais cliché dans ce genre-là, quoi. Je vais pas défendre ça, je suis totalement d'accord. C'est très mal exécuté l'idée qu'ils veulent faire passer. Après, je la trouve pas non plus exécutée au point d'en être insultante et de rendre le film mauvais de façon rédhibitoire. Voilà. Mais je peux comprendre que ça puisse se sentir dans ce sens-là. Je trouve qu'il y avait suffisamment de bonnes actions, de moments qui passent acceptablement dans ce truc-là, pour pas que ce soit rédhibitoire, comme j'ai dit. Personnellement. Je trouve quand même que... Bon, visiblement je suis minoritaire, mais je pense que c'était pas une bonne chose de faire un premier segment sur Batgirl. Je pense que c'était indispensable au type d'histoire qu'est The Killing Joke que Barbara Gordon ne soit qu'un élément scénaristique. J'embraye du coup sur une question qui me paraît, qui me vient à l'esprit après qu'on ait revu le film ensemble pour faire ce vlog et relu la BD ensemble pour faire ce vlog. Est-ce que finalement adapter The Killing Joke en
en long métrage animé n'était pas une fausse bonne idée. Quand on lit la BD, on se rend compte qu'en fait, ça a beau être dessiné dans un style beaucoup plus réaliste qu'un truc comme Arkham Asylum et raconter une histoire plus concrète, alors que l'histoire de Arkham Asylum est vraiment très abstraite, c'est quand même une sorte de fable. Il y a très peu de pages, il y a beaucoup de choses qui se produisent de manière assez elliptique. C'est Batman qui se dit d'un coup, et si j'allais essayer de désamorcer mon conflit avec le Joker en lui disant, allez mon gars, on va quand même pas s'entretuer tout ça. Et le Joker qui veut prouver que son point de vue sur la fragilité du mental de l'être humain est telle que n'importe qui peut devenir comme lui et des personnages décidés à le démentir. C'est quelque chose d'extrêmement simple que, en tout cas, le long métrage animé fait l'erreur de réinterpréter comme quelque chose qu'on va raconter comme une histoire avec un peu de consistance du même genre que Under the Red Hood, ce qui n'était pas fait pour. Et est-ce que c'était vraiment un bon choix d'adaptation à faire The Killing Est-ce Joke? que ça avait un intérêt, celui de faire connaître C'est- l'histoire The Killing Joke Oui, bien sûr. à ceux qui lisent pas les comics? Est-ce que c'était faisable? J'ai beaucoup plus de doutes. Déjà, est-ce que c'est faisable en long métrage? Non. Ça devait être un court métrage ou rien. Mais est-ce que c'était faisable en court métrage? J'ai quelques doutes aussi. Le côté montage des images statiques est pour beaucoup dans l'ambiance du comique. Alors, il faut qu'on fasse une précision. On n'est pas des obsédés de la fidélité aux comics et des obsédés du médium comique. On fait une émission de dessin animé, donc vous vous doutez que... Hein. Et d'autre part, on a été capable d'apprécier des adaptations de comics, y compris d'Alan Moore, qui lui-même est très réticent à ce qu'on adapte ses comics sur un quelconque autre support. On a bien aimé l'adaptation de Watchmen par Zack Snyder. Donc, Et ça, tu l'as déjà dit dans la critique. oui, mais ça, on l'a déjà dit. Bon, d'accord. Mais oui, ça, je comprends le point de vue et je vais vous mettre d'accord avec vous là-dessus. Est-ce que le film voit un intérêt si on connaît le comics? Après avoir lu le comics après coup, je dirais pas tant que ça. C'est intéressant pour découvrir si on connaît pas le comics et peut-être réembrayer sur le comics si on voit que ça nous a plu. Et honnêtement, après avoir lu le comics, je pense que stylistiquement, c'est clair net qu'il est plus méritant. Même s'il y a deux trois petites approches en plus dans le film que j'ai pas trouvé moche du tout. Mais à côté, je vais pas nier que la mise en scène était très convenue et on sentait une patte artistique bien plus poussée dans le comics. Il n'est pas certain que les gens qui ont adapté le comic en dessin animé aient vraiment compris ce que le comic cherchait à faire. On s'est rendu compte en lisant le comic juste après avoir vu le film que, typiquement par exemple pour le style visuel du Joker, dans le film ils ont opté pour un look légèrement plus monstrueux que le comic. Hein, c'est très léger, c'est quand même le même graphique, mais du coup ça n'avait pas la même impression. Or, la BD explore beaucoup la psyché du Joker. Il reconnaît lui-même que la backstory qu'il nous raconte à travers ses flashbacks mentaux n'est pas forcément ce qui lui est vraiment arrivé et que des fois il le réinterprète. Mais quand même, c'est censé l'humaniser un petit peu à nos yeux. Et il n'est pas certain que le film d'animation ait vraiment compris que c'était ça le but, enfin que ça faisait partie des buts. Le comique pose réellement la question de si vraiment il suffit d'une mauvaise journée pour transformer un citoyen ordinaire en super vilain. Et le fait que la BD se termine par un cliffhanger me montre bien que le projet du comique est de poser la question, même pas d'y répondre. Et, Elle effectivement, répond quand même, malgré la fin ouverte, que avec le commissaire Gordon, ça ne marche pas tout le temps. Une fin pourrie, ça suffit pas pour tout le monde. D'ailleurs, Batman finit par lui dire lui-même peut-être que ton point de vue ne marche pas sur tous les autres. Peut-être que c'est juste toi. il ne le dit pas de manière affirmée. Oui, mais enfin bon. On est encore dans l'exploration. Il dit ça alors qu'il lui explose la gueule quand même. Et quand même, bon, ça n'a pas marché sur Gordon. En tout cas, c'était le thème central, mais donc c'était aussi donc montrer que le Joker n'était pas non plus de tout temps et de toute éternité un être monstrueux, qu'il lui était arrivé quelque chose et qui était devenu comme ça. Et même en tant que Joker, il a un visage moins monstrueux que dans le dessin animé, ce qui me pousse à me poser la question, et je me la serais pas posée si on n'avait pas regardé les deux vraiment consécutivement, de savoir si vraiment il n'y a pas un problème avec la façon dont les adaptateurs ont compris l'histoire d'origine. Après, peut-être qu'ils ont volontairement choisi de la réinterpréter autrement
en y mettant Batgirl de façon plus Voilà, centrale et... Mais comme tu le dis, voilà, le comics, ça se ressent plus comme une fable. Là, ils ont vraiment voulu essayer de faire ressentir ça comme une histoire. Une histoire construite en plusieurs temps, tout ça. Alors que le comics avait pas cette inspiration-là. Ce qui fait que, voilà, à nouveau, stylistiquement, il a beaucoup plus de mérite, le comics. Et quand on découvre le film comme ça, sans connaître le comics, c'est sympathique. Une fois de plus, à titre personnel. Mais quand on découvre le comics après coup, c'est compréhensible qu'on voit ça d'un mauvais œil. Alors, il faut être honnête, la partie adaptée purement du comic raconte quand même la même histoire. Il y a des dialogues qui sont un petit peu étoffés, qui sont parfois un petit peu plus pompeux dans le long métrage animé. A contrario, il y a des choses où ils essaient d'un petit peu plus justifier, d'un petit peu plus raccorder les branches à des choses, mais ça raconte quand même la même histoire. Batman va voir le Joker à Arkham consécutivement à la découverte d'un meurtre qu'il a commis plusieurs années plus tôt cette fois-ci, alors que c'est pas justifié dans le comics, pour lui parler de leur avenir à tous les deux dans leur lutte perpétuelle, le fait qu'ils vont finir par s'entretuer. Le Joker a déjà fui Arkham et s'est remplacé par une doublure à Arkham. Pendant ce temps-là, il fomente son projet donc d'estropier Barbara Gordon pour faire passer le commissaire Gordon du côté obscur. C'est la même chose, c'est la même histoire. Ça, on peut pas dire que ce soit adapté d'une façon complètement aberrante, comme ça peut être le cas par exemple pour Hush. Oui, je pense que là... Voilà, c'est quand même pas la même chose de ce point de vue-là. Il y a ce premier tiers, un tiers de film, c'est quand même énorme, qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Et quand on n'est pas prévenu, c'est vraiment très surprenant. Quand on connaît la BD et qu'on n'est pas prévenu, on est vraiment très surpris de ça. Après, c'est une petite réplique au début. Ah, vous pensiez voir ça, vous pensiez pas voir ça au début. Pardon. Le film nous troll, nous dit vous pensiez pas que ça commencerait comme ça? Eh ben si. Et mais sans doute que... Alors, est-ce que l'épilogue t'aurait... est-ce que le fait qu'il y ait un épilogue t'aurait autant choqué si par ailleurs le reste avait été plus proche du style du comique, hein? Bah, ça m'aurait encore plus choqué en fait. Ça t'aurait encore plus choqué. Là, le fait que de savoir pourquoi il y a ça te le rend moins choquant. Le fait que le caractère psychédélique et angoissant du comique soit pas trop retranscrit dans la mise en scène du long métrage, je trouve ça justifié par le fait que les auteurs du film ont essayé de faire un film Batgirl au lieu de faire un film The Killing Joke. Mais si il y avait réellement eu un court-métrage Batgirl est une conne, suivi d'un moyen-métrage The Killing Joke, suivi d'un épilogue Cette conne de Batgirl est devenue une oracle compétente, j'aurais juste pas compris ce que c'est le délire. Ah oui, parce que là, du coup, on revient à la caractérisation de Barbara Gordon. Du fait de l'avoir campée de cette façon-là, on se dit, mais en fait... se faire tirer dessus par le Joker et devenir Oracle était la meilleure chose qui pouvait lui arriver dans la mesure où elle était nulle en tant que Batgirl. Elle est passée de super-héroïne nulle à super-héroïne compétente grâce au Joker. Mais merci Joker. C'est bien évidemment pas l'intention des auteurs. C'est bien évidemment pas l'intention. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein, c'est un artifice, c'est un artefact de la façon dont ça s'est fait. C'est vraiment... Non, mais on sent clairement que c'est pas les mêmes scénaristes derrière la première partie que la seconde, c'est sûr. Mais et je suis peut-être trop coulant avec ça lors de en ayant vu ce film la première fois, mais je sais pas, l'idée même me plaît et j'ai pas trouvé ça chier au point d'en foutre le film totalement à l'air pour que j'en retienne quelque chose quand même d'un petit peu positif dans l'absolu. Alors, je pense que ils ont quand même ils ont quand même voulu écrire cette première partie avec trois contraintes mutuellement contradictoires. Le fait donc de faire de Batgirl un personnage actif, le fait de ne pas vouloir en faire une Marissou pour autant, et le fait que quoi qu'il arrive, Batman a toujours raison. Il aurait fallu lui donner raison contre Batman au moins une fois, quoi, quand même. Ouais, à la fin, elle sauve Batman. À la fin de son segment, elle sauve Batman quand même, rapidement. Mais parce qu'elle pète les plombs. Et ouais, Batman lui dit que qu'elle sous-estime le type qu'elle est en train d'affronter. C'est vrai. Qu'elle lui fait pas suffisamment peur pour être efficace contre lui. C'est vrai. C'est vrai aussi. Voilà.
Je suis totalement d'accord avec toi, la caractérisation de Barbara est très très discutable. Très discutable. Quitte à faire ça, il aurait peut-être fallu euh, que l'idée de cette première partie soit que Batman est devenu peut-être un petit peu trop sombre et que Barbara Gordon puisse avoir raison contre lui en vertu de ça et lui apporter quelque chose vis-à-vis de ça, même si c'est pour renoncer à être Batgirl à la fin de ce segment comme c'est le cas dans le film. Que du coup après elle devienne l'enjeu du passage ou non du côté obscur du commissaire Gordon et de Batman aurait peut-être eu autant si ce n'est plus de poids dans ces conditions. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, c'est d'accord, de toute façon, c'est clair et net. Toi, je sais que t'aimes pas l'idée de base, quoi. C'est clair et net une meilleure approche aurait grandement arrangé le film et il m'aurait sincèrement plu. Là, je trouve, à mon premier visionnage, je l'ai trouvé vraiment pas mal sans plus. Voilà, sans plus, quoi. Hein. Ça aurait pu me marquer plus avec quelque chose comme ça. Mais à nouveau, de la part d'un néophyte des comics, hein, bien comprendre. Alors, avant qu'on conclue, j'aimerais parler de la chanson. Oui, parce que il y a des reproches qu'on a à faire à ce film par rapport à la BD, qui sont des reproches complètement injustes parce que c'était des problèmes qui étaient un peu inévitables quand on adapte un média dans un autre, mais qu'on ne peut pas ne pas faire. Et en particulier, il y a le fait que dans la BD, le Joker chante une chanson. C'est une BD. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'instrumentation, il n'y a que le texte et l'impression que c'est censé nous faire par le biais des images. On ne peut pas faire ça dans un dessin animé vu que la chanson elle va forcément exister. De fait, elle existe et elle fait pas l'impression qu'il faut. Alors, il y avait peut-être moyen de faire une mélodie qui soit quand même joyeuse, mais qui soit angoissante. En tout cas, c'est pas ce qui s'est fait et on peut pas vraiment on peut pas vraiment tenir rigueur au film de pas arriver à rendre la chanson aussi angoissante que dans la BD, sachant qu'elle est angoissante dans la BD du fait que on a que les images sont angoissantes. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a moyen de faire quand même un air style cirque de l'horreur hein, qui aurait pu bien passer. Mais bon, ça fait partie des trucs que j'aurais reproché une fois de plus dans l'approche stylistique. C'est une fois de plus très convenu dans la mise en scène. À plusieurs moments. Il y a des fois ça passe bien quand même, hein, et des fois ça passe bien dans le film, alors que le comics utilise très bien le style pour faire de la mise en scène plus impactante. Ça se ressent particulièrement avec cette chanson. Pas seulement dans l'air, qui passe mieux en VO qu'en VF déjà, hein, mais... Non mais ça c'est parce que c'est mieux chanté en VO comme oui, bon, ça, on a vu ça arrive souvent. On a vu le film dans les deux langues. Marc Hamill est génial de toute façon. Oui, bah voilà, c'est un des intérêts de cette adaptation, c'est que tout le monde avait envie de voir le Batman de The Killing Joke doublé par Kevin Conroy et le Joker de The Killing Joke doublé par Mark Hamill. Ça c'est fait. Bon voilà, c'est fait. Voilà. Le truc étant que effectivement, tu as employé le mot convenu, c'est effectivement tout à fait le mot. En fait, on se rend compte que c'est de l'animation compétente, hein, bien évidemment, mais ça manque de personnalité. Y a les choix de mise en scène sont très standards, et pour une BD aussi stylisée, c'est clair qu'on ne pouvait pas faire tous les effets visuels d'une façon aussi efficace que dans la BD. Il me semble qu'Alan Moore est coutumier de ce genre de choses, il y a ça dans Watchmen, il y a ça dans The Killing Joke. Un panneau avec la tête d'un personnage dans le passé, le panneau suivant avec la tête du même personnage dans le futur en train de penser à son lui du passé dans la même situation. Tu peux faire quelque chose de similaire en dessin animé, mais du coup c'est une transition, c'est pas deux images l'une côte à côte. Bon, c'est des choses qu'on peut pas reproduire. Mais... Il y a des réflexions à faire sur la manière dont on adapte quand on change de support. Et c'est des réflexions que les auteurs du film ne se sont pas donné la peine de faire. Et ça me semble de la paresse. Ouais, mais je pense que c'était en plein dans la période où on faisait beaucoup de films d'ici animés par an, 2 voire 3 par an. Et je pense qu'ils n'avaient pas non plus. Ils devaient maintenir un rythme. Ça se ressent un peu. Parce qu'on peut arriver à retranscrire un style de façon acceptable, en tout cas satisfaisante, dans un film, en passant d'un comics à un film. Watchmen, dont tu as parlé, pour moi, c'est un des exemples les plus forts à cet égard-là. Il y a énormément de mise en scène dans l'image qui sont magnifiques, qui, d'après ce que j'ai compris, retransmettent pas mal le sentiment du comics. Alors, c'est controversé, mais pour notre part, on trouve que c'est bien fait. Enfin, moi aussi, hein, je trouve ça magnifiquement fait. Notez que nous sommes en train de dire du bien de Zack Snyder. Vous ne verrez pas ça souvent. Oui, non, vraiment son adaptation de Watchmen, y compris la fin qu'il a modifiée, on trouve la nouvelle fin intéressante. Et les choix de mise en scène,
Il y en a qui disent que ça esthétise la violence, que ça valorise des personnages qui sont censés nous paraître antipathiques. Non, pas spécialement. On comprend bien que ce sont des anti-héros, que ce sont des travestissements de l'idéal héroïque des comics standards. L'aspect déconstruction apparaît aussi clairement dans le film que dans la BD. Ouais, ce que je veux dire, en tout cas pour nous, apparemment, c'est, le côté stylistique qu'il y avait dans le comics se retrouve là. Alors que pour The Killing Joke, voilà, c'est de la mise en scène compétente, déjà vue, qui n'a rien d'extraordinairement marquant en soi. Qui raconte une histoire qui est pas mal du tout, et donc en tant que visionnage, premier visionnage pour moi, ça passe bien, mais voilà, est-ce que c'est ultra marquant? J'irai pas jusque là. Un exemple de choses qui montrent qu'ils ont été quand même un petit peu paresseux, mais je vais dire au-delà du tolérable, mais c'est une expression beaucoup trop forte. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pas mangé de pain de faire différemment. Quand l'homme qui allait devenir le Joker tombe dans les produits chimiques qui le transforment physiquement, il le découvre en enlevant son masque rouge et en se regardant dans une flaque d'eau. La moindre des choses, ce serait de montrer son reflet, ou au moins de façon floue comme dans la BD, mais il découvre son nouveau visage par son reflet, c'est ça que nous devons voir. Dans la série animée Batman, quand Double Face découvre son nouveau visage, on ne veut pas nous montrer à quoi il ressemble, mais on voit son menton dans le miroir. C'est évident. Et ben non, on le voit de dos. Oui. Il y a une flaque, mais il n'y a pas de reflet. Il n'y a pas de reflet, sa tête couvre le reflet. Non, ça va pas, ça. Voilà, ça va pas. Ouais, c'est des petits détails comme ça qui sont pas affligeants comme ça, mais qui appuient le manque de reprise du style plus marquant Qui du comics. donne l'impression qu'on n'a pas affaire à des gens qui ont vraiment aimé, compris. Ils voulaient faire une formule sûre et ils n'avaient pas beaucoup de temps pour se lâcher dans le style. Je pense que c'est ça. C'est pas un film de fanboy. Voilà, c'est pas un film fait avec énormément de cœur, mais fait avec suffisamment de compétences et à partir d'une histoire de base quand même assez forte pour que le néophyte que j'étais l'apprécie à son premier visionnage. Bon, ça fait des années, mais il nous semble, à Chucky et à moi, que les adaptations de The Dark Knight Returns, par contre, et de Year One, essayent d'avoir un petit peu plus de caractère. Alors, on a le même sentiment en fait, quitte à voir un des deux, il vaut mieux voir la BD, mais c'est pas un visionnage décevant quand on a déjà lu la BD. C'est juste un visionnage qui est exactement la même expérience que la BD, alors autant relire la BD. Soit dit en passant, quand on parle de la chanson, c'est quand même moins pire que la chanson qu'il y a dans le film Les Chevaliers du Zodiac en CGI, il y a la chanson du Masque de Mort. Bon, Elle me fait un peu marrer, de façon ironique. Hein. Oui, mais bon, voilà quoi. Puis je suis cancer, merde. Oui, voilà. Oui. Bon, t'es quand même pas le signe le mieux représenté parmi les Chevaliers d'Or. Hein. T'as le méchant très méchant. Ouais. En dehors de ça, quelque chose à rajouter? Bah, disons, voilà, donc on l'a cité parmi les plus mauvais films animés d'ici qui ont été faits depuis qu'ils ont commencé à en faire. C'est parce que les meilleurs sont vraiment très bien. Et c'est parce que les moyens sont compétents. C'est un film qui est animé de manière compétente, qui a des dialogues extrêmement plats, ça tout le monde en conviendra. Le premier tiers. Alors, le reste, c'est pas plat, c'est un peu plus pompeux. Alors, il y a des envolées poétiques qui sont exagérées par rapport à la BD. Et bon, parfois, ça se ressent. Mais bon, ça reste des idées intéressantes. C'est pas adapté de manière scandaleusement débile comme ça a déjà pu se voir pour je sais plus ce que c'était que l'exemple que j'avais cité tout à l'heure. Hush. Oui, de Hush. Ou la cour des hiboux aussi. Hein. Ouais, alors la cour des hiboux, on n'a pas lu la BD, donc on peut pas vraiment dire, mais ça a l'air vraiment plus intéressant dans la BD. Hush, on peut dire, oui, voilà, ils ont vraiment rien repris de ce qui fait l'intérêt de la BD. Comme ça, Killing Joke, ils ont pas rien repris. Ils ont repris quand même une trame générale, un thème général qui est celui des deux tiers principaux. C'est pas forcément toujours bien fait, mais la mise en scène est reproduite. Elle n'est pas déformée comme elle peut l'être dans Hush avec Damian Wayne à la place de Tim Drake et avec des enjeux qui sont un peu différents. La romance avec Catwoman est même un petit peu mieux faite dans le dessin animé hein, que
que dans la BD. Hein. Je vous fais confiance, j'ai pas lu. Là. Et donc voilà. Mais quand même, nous trouvons que c'est une mauvaise adaptation de la BD. Et on peut pas dire on peut pas dire ce qu'aurait été notre impression si on n'avait pas lu la BD avant de voir le film, mais on pense qu'on l'aurait trouvé mauvais même si on n'avait pas lu la BD. Honnêtement, en toute honnêteté, on pense ça. Et je comprends très bien l'idée. Après, je sais que je suis un petit peu coulant sur certains points, hein, je comprends très bien. Hein, mais... Ce qui est plutôt rare de ta part d'ailleurs. En général, on attend c'est plus indulgent que toi. Ça dépend pourquoi, hein, ça dépend pourquoi. Hein. Il y a énormément de gens qui chient sur La Reine des Neiges 2 alors que je trouve le film très bien, perso. Enfin, très bien, exagéré un petit peu, mais bien quand même. Donc, ça dépend des cas. Et ouais, je pense que ça vient surtout de ma capacité à tolérer les problèmes du premier tiers. Je comprends très bien les gens qui auraient du mal à tolérer les problèmes du premier tiers, qui auraient beaucoup de mal à apprécier le film en règle générale. J'arrive à tolérer ça mieux que d'autres. Pourtant, tu as une exigence en commun avec Chucky par rapport à moi, c'est que vous êtes très sévères en général tous les deux envers les bonnes idées les bonnes idées mal exécutées. Alors, c'est Le potentiel gâché. Potentiel gâché, c'est vrai. Après, c'est potentiel gâché pour le premier tiers. Ça change rien à ce que racontent les deux autres tiers pour moi. Voilà. C'est ça le truc. Tandis que pour moi, ça change tout. Voilà, c'est un potentiel gâché. Pas aussi gâché que d'autres potentiels gâchés que j'ai vus. Je trouve que c'est plat, c'est majoritairement plat en fait, ce premier tiers, mais c'est pas le plus insultant que j'ai jamais vu à titre personnel, hein, c'est loin. Donc voilà, j'arrive à laisser couler un tout petit peu, mais ça joue beaucoup dans mon appréciation, ce qui fait que c'est juste pas mal sans plus quoi. 12,5 sur 20, je dirais, premier visionnage, quoi, pas plus que ça, faut pas exagérer. Hein. Alors que nous, peut-être 8,5, en tout cas pour moi. Ce qui fait la moyenne, du coup. Si on considère que toi, Chucky, tu mettrais combien 0. Ouais, je m'y attendais. La bulle. Ouais, d'accord, ok. C'était très sympa de faire ça avec vous. Hein, ce petit bonus. Il y a des choses à rajouter avant qu'on se quitte. Non, tout est dit a priori. Bah, ce film ne mérite pas qu'on s'en souvienne. Voilà, on va dire ça. Ouais, on peut se souvenir d'un meilleur film que ça. On peut se souvenir d'un meilleur film que ça, c'est sûr. C'est un peu comme pour les 15 films qu'on a traités en fait. Oui.